Bonjour. Alors je vais essayer d'aller assez rapidement, si la présentation, voilà, c'est bon, ça s'affiche. Parce que j'ai pas mal de slides, donc je vais sauter des slides. J'ai mis des exemples d'attaques de la vraie vie qui ont eu lieu pour chacun des problèmes dont je vais parler. Et je vais sauter les exemples, ça sera dans la presse pour référence si vous voulez la télécharger dans le futur. Donc, alors, OWASP API Security Top 10. Donc l'OWASP, c'est l'Open Web Application Security Project. C'est un projet open source qui vise à faire en fait l'état des lieux de la sécurité applicative, de donner des bonnes pratiques. Et dans le cadre de leurs travaux, ils ont publié depuis 2003, si je me souviens bien, un OWASP Top 10, qui était donc le top 10 des attaques contre les applications web. Et ma foi, avec l'avènement des API, parce que les problèmes sur les API ne sont pas exactement les mêmes que les problèmes sur les applications web, ils ont donc décidé, il y a 3-4 ans, de publier un API Security Top 10. Et donc, c'est la liste, en fait, des 10 attaques les plus courantes qui peuvent avoir lieu sur une API. Voilà. Donc, en fait, l'OWASP API Security Top 10, il y a donc 10 entrées, qu'on peut diviser en 3 groupes assez différents. Donc le premier groupe d'attaques, c'est tout ce qui a trait à la gestion des identités, à l'authentification, à l'autorisation. Donc là-dedans, on va retrouver l'API Top 1, Broken Object Level Authorization, ou BOLA. L'API 2, Broken User Authentication, voilà, ou BUA. Et l'API 5, Broken Function Level Authorization, BFLA en anglais. Le deuxième groupe, c'est tout ce qui concerne en fait la protection des données elles-mêmes. Et là, on va retrouver l'API 3, Excessive Data Exposure, API 6, Mass Assignment, et 8, Injection. Et enfin, les 4 derniers, c'est tout ce qui a trait aux problèmes de gouvernance des API de manière générale. Et là, on va retrouver donc les 4 derniers, l'API 4, le Rate Limiting, l'API 7, Security Misconfiguration, le 9, Improper Asset Management, et enfin le 10, Insufficient Login and Monitoring. Et on va commencer par tout ce qui concerne les problèmes d'authentification et d'autorisation, et notamment par l'API le premier, le BOLA, Broken Object Level Authorization. Alors qu'est-ce que c'est cette chose-là ? En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est la chose suivante. Quand on est passé des web apps classiques aux API, les applications web notamment sont devenues ce qu'on appelle des single-page applications. C'est-à-dire qu'en gros, on télécharge un script dans son navigateur et c'est le navigateur qui va émettre des requêtes d'API directement. Et ce qui se passe, c'est qu'on avait généralement, quand on développait des web apps, un modèle en MVC, donc modèle View Controller, et il y avait donc un contrôleur par lequel passaient toutes les requêtes, et le contrôleur contrôlait. Et avec les SPA, il n'y a juste plus de contrôleur. Donc il se passe la chose suivante, c'est qu'on n'a plus de points de contrôle pour s'assurer que la personne qui demande l'accès à telle ressource a bien le droit de le faire. Donc ça a sauté. Et c'est quelque chose que les gens n'ont pas intégré tout de suite, et on se retrouve donc avec énormément d'API qui ont des problèmes de BOLA, qui consiste en la chose suivante. Je fais une requête pour créer une ressource, je la crée, et cette ressource a un identifiant, et après je peux utiliser cet identifiant pour aller lire la ressource, mais si quelqu'un d'autre découvre l'identifiant de la ressource, si on ne contrôle pas correctement l'autorisation, eh bien, cette personne à qui la ressource n'appartient pas va avoir le droit de lire la ressource, ce qui est un problème. Donc en fait, je suis désolé, je ne vois pas grand-chose. Donc en fait, voilà, c'est un attaquant va substituer l'ID d'une ressource qu'il ne possède pas à l'ID d'une ressource qu'il possède dans la même requête. Et si l'entropie des identifiants n'est pas assez grande, eh bien, au bout d'un moment, il va tomber sur quelque chose qui existe, et il va accéder à des données auxquelles il n'aurait pas droit d'accès normalement. Voilà, ce qui concourt donc à l'existence d'une faille BOLA, c'est la chose suivante. C'est un contrôle d'autorisation qui est défaillant. Donc encore une fois, on ne contrôle plus l'autorisation parce qu'il n'y a plus de contrôleur pour le faire. Donc il faut le coder dans l'API. Voilà, maintenant. Et la deuxième chose, c'est encore une fois le manque d'entropie dans les identifiants, ce qui fait qu'en fait, on arrive à deviner ou à brute forcer, comme on dit, les ID.
Donc voilà, il y a un exemple. Hop, rapidement. Alors pour prévenir Ebola, ma foi, c'est simple. Il faut avoir de l'autorisation correcte et une entropie suffisante au niveau des identifiants. Donc, on va définir des matrices de droit d'accès, des politiques d'autorisation fine grain, comme on dit, et il va falloir utiliser ces politiques de fine grain à chacune des couches de traitement, et notamment dans l'API elle-même. Il faut bien évidemment utiliser des identifiants avec une entropie suffisante, donc surtout pas devinable. Il y a une RFC qui spécifie ce qu'on appelle les UID, les Unique Identifiers. Voilà, l'entropie est bien. Alors, on peut aussi faire d'autres choses, à savoir qu'on peut virtualiser les identifiants de façon... donc, quand quelqu'un se connecte, il va poler une ressource, on va récupérer la ressource au niveau d'un mécanisme de sécurisation, on va voir qu'il y a un identifiant, on va transformer cet identifiant par un autre identifiant virtuel, et il n'y a que l'identifiant virtuel qui sera utilisé par l'utilisateur. Et quand la prochaine requête revient, on fera le swap entre l'idée virtuelle et l'idée réelle, de façon à ce qu'il puisse quand même consommer la ressource. Mais si quelqu'un vole l'identifiant virtuel, il ne peut pas l'utiliser parce que le swap n'est fait que sur la personne qui a généré la donnée la première fois. Chose très importante, les scopes OAuth ne permettent pas d'adresser Ebola. Voilà. Donc OAuth, c'est Open Authorization, c'est un standard qui permet de gérer d'une certaine manière l'identification et surtout les autorisations. Mais en gros, OAuth, ça permet de donner des droits d'accès à très haut niveau. Par exemple, on a le droit de lire une ressource de manière globale, mais on a le droit du coup de lire toutes les ressources. Et on ne peut pas, en l'état actuel, il y a des travaux qui sont en cours en ce moment pour changer un petit peu ça, mais avec OAuth, on ne peut pas limiter l'accès à une ressource spécifique. Voilà, c'est pas possible. Donc il faut des mécanismes supplémentaires. Voilà, un exemple, c'est Uber. Bon, encore une fois, je vais passer les exemples, parce que, voilà. Qu'est-ce qu'on fait chez 42Crunch pour prévenir ça? Mais en fait, en gros, on a deux grands axes de travail. On peut s'intégrer avec un gestionnaire d'autorisation fine grain, genre Open Policy Agent. Donc, on est capable d'invoquer ce qu'on appelle un PDP, un Policy Decision Point, pour lui demander si la personne qui demande à accéder à la ressource a bien le droit de le faire. Et le PDP nous répond. S'il dit oui, ça passe. S'il dit non, on bloque. Et la deuxième chose, c'est encore une fois, on peut mettre en place le mécanisme de virtualisation des identifiants. Hop. Voilà. Ah oui, oups, pardon, j'ai oublié. Et surtout, avec 42Crunch Run, avant, on fait la chose suivante, c'est-à-dire qu'on opère tout au long du cycle de vie de l'API. Et donc, en fait, on a, pendant les phases de développement et de pré-prod QA, on a un scanner qui va permettre de tester Ebola avant que ça passe en prod. Donc en gros, au niveau du scanner, on va avoir 2 jeux de crédentiels pour une opération. On va créer une ressource avec le crédentiel 1, lire la ressource avec le crédentiel 1 pour s'assurer que ça fonctionne. Et ensuite, on va essayer de récupérer la ressource avec le crédentiel 2. Et là, ça doit bloquer. Si ça ne bloque pas, il y a Ebola. Et on alerte et on bloque le CI/CD et ça ne passe jamais en prod. Broken User Authentication, maintenant, c'est juste que les mécanismes d'authentification sont mal implémentés, ne sont pas les bons. Typiquement, une API key over HTTP, voilà. Si quelqu'un sniff, on récupère l'API key et puis après on peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc voilà. Abus du processus d'authentification et également... on peut aussi, notamment voilà, pour les tokens JWT, aller modifier un access token de façon à le faire accepter par le mécanisme de contrôle. Donc il y a une faille, par exemple, qui est très classique et maintenant à peu près adressée partout, mais bon, ça existe encore un peu. Quand on signe un JWT token, on peut utiliser un algorithme qui s'appelle none, c'est-à-dire qu'en fait, on ne le signe pas. Et donc, du coup, on prend un token, on change l'algo de RSA en none et on modifie le payload pour se faire passer par quelqu'un d'autre. Et si on ne vérifie pas correctement voilà, la bonne pratique, c'est de n'autoriser qu'une seule méthode de signature et de rejeter tout le reste. Et les gens qui font, c'est le principe de la whitelist. Et les gens qui font l'inverse, le principe de la whitelist, des fois ils se trompent, comme par exemple Hop,
hot 0 qui bloquait l'algorithme none, mais il ne vérifiait pas la casse. Donc il suffisait de mettre un E majuscule à la fin et ça passait. Voilà, c'est ballot. Pour prévenir Broken User Authentication, il faut bien évidemment authentifier correctement tous les endpoints. Donc il y a un certain nombre de bonnes pratiques. Généralement, ce qu'on conseille, c'est d'utiliser OAuth ou OpenID Connect en utilisant un Flow Authorization Code plus PXE. Proof of Key, moi je me souviens plus le CE, bon, c'est pas grave. Voilà. Quand on fait de la vérification de signature, encore une fois, on utilise un seul algorithme, on n'en supporte qu'un et on rejette tous les autres. Et de la même façon, on stocke les clés de signature et de chiffrement de manière tout à fait sécurisée. Et chaque clé ne doit avoir qu'un usage. On ne s'amuse pas à utiliser une clé pour faire et de la signature et du chiffrement, par exemple. Et on gère la rotation des clés et on gère de manière correcte le caractère confidentiel de ces clés. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas que ce soit accessible. Voilà. Dernière petite chose qui est un petit peu à la mode, il est bon aussi de scanner régulièrement ces repositories GitHub pour vérifier qu'il n'y ait pas des API keys en dur dans le code. Je sais, ça a l'air stupide, mais on en voit partout, et vraiment partout. Ok, hop, hop, hop. Donc, comment est-ce qu'on fait, nous, pour protéger ça? On le fait au moment de l'audit donc, des OpenAPI spec files, où on va permettre aux gens de rendre obligatoire l'utilisation de telle ou telle méthode d'authentification pour des API sensibles, par exemple. Donc, on a un mécanisme de tag des API, et on va pouvoir dire des choses du style, pour tel tag, je veux utiliser impérativement OAuth avec PXE, par exemple. Et pour tel autre, c'est pas grave, on peut utiliser une API key. Donc voilà, mais en tout cas, il faut que ça soit une décision consciente, claire, et qu'une politique ait été précisément établie pour que les choses soient, encore une fois, sous contrôle. Au niveau du scan, ma foi, on va être capable de scanner l'API, de vérifier qu'on n'arrive pas à s'authentifier en utilisant une autre méthode que la méthode qui est autorisée. Donc on va essayer d'autres méthodes d'authentification. Si ça passe, c'est qu'il y a un problème, par exemple. On va être aussi capable d'aller essayer de modifier les tokens, notamment JWT, pour voir que tous les contrôles sont faits correctement au niveau de l'API derrière. Et au niveau de la protection, ma foi, toutes les requêtes non authentifiées, bien sûr, sont bloquées. Et on a des politiques de validation des access tokens. Alors, JWT, on est capable de faire la vérification nous-mêmes. Et quand on utilise un access token opaque, on est capable d'utiliser... OAuth Introspection Endpoint pour demander à l'Authorization Server si l'access token a bien été généré et bien toujours valide pour le bon scope, etc. etc. Voilà. Et dernière chose, on vous conseille fortement de protéger également vos Authorization Server OAuth de façon à vérifier que les flows OAuth sont bien suivis proprement et qu'il n'y a pas de bypass possible. Et ça a d'autres vertus, c'est qu'on est capable de voir que l'access token a été généré pour telle personne et telle adresse IP. Et ensuite, on va être capable de vérifier que l'access token est utilisé pour consommer une autre API à partir de la même IP, par exemple. Donc ça renforce les mécanismes de contrôle. Voilà. BFLA, maintenant, donc le contrôle d'autorisation est mal effectué au niveau d'une opération. C'est-à-dire que, en fait, au niveau de l'implémentation du contrôle d'accès, l'autorisation de la personne est mal implémentée. Voilà. Et c'est assez courant dans la mesure où, notamment quand on a des applications qui vont consommer plusieurs API, ça devient vite complexe de gérer toute la matrice de droit quand on passe d'une API à l'autre, en fait. Donc, en fait, ça a l'air, encore une fois, idiot quand c'est dit comme ça, mais on en voit partout, partout, partout. Voilà. Hop. Alors, pour protéger contre BFLA, il faut interdire tout accès par défaut, bien sûr. Il faut utiliser une authentification fine dans chaque couche de contrôle. Il faut vérifier l'autorisation aussi dans chaque couche de contrôle. Utiliser les scopes si on utilise OAuth. Et puis, ma foi, on valide encore une fois en QA toutes ces choses-là. Et c'est ce qu'on fait, nous, également, au niveau du scan.
Donc on va détecter les opérations non sécurisées, les scopes qu'on ne connaît pas. On va essayer dans notre scan d'invoquer, de récupérer un token pour accéder à une ressource et d'essayer une autre source que normalement ne devrait pas avoir le même token, enfin ce genre de choses-là. Au niveau de la protection, on va bloquer les verbes qui sont non définis. C'est aussi une autre façon de bypasser ces choses-là. Par exemple, les requêtes add et trace peuvent être utilisées sur des endpoints get. Et tous les contrôles sont déclenchés sur les requêtes get et les contrôles ne sont pas nécessairement déclenchés sur les requêtes add ou trace. Donc on arrive en fait à passer parfois. Donc bien sûr on bloque les chemins non définis et puis on bloque les requêtes vers les API non définies. Voilà. Hop. Problème de protection des données maintenant. Donc l'API 3, Excessive Data Exposure. Donc en gros l'idée c'est que aujourd'hui, encore une fois, pour ne pas s'embêter, les développeurs ont tendance à renvoyer toutes les informations concernant un objet et pas uniquement ce dont l'utilisateur a besoin. Et puis, ma foi, c'est le JavaScript côté client qui fait le filtrage et qui n'affiche que ce dont l'utilisateur a besoin. Le problème, c'est qu'au passage, quelqu'un de mal intentionné peut récupérer de l'information et la réutiliser dans d'autres requêtes pour faire des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Voilà. Donc il est vraiment important de limiter au maximum, de ne renvoyer que ce dont l'utilisateur a besoin. Voilà. Et surtout pas le reste. Donc voilà, typiquement là, Excessive Data Exposure, il va nous renvoyer un session ID, il peut nous renvoyer des choses du style isAdmin true, voilà par exemple, ce qui donnera après l'idée dans l'attaque d'après d'essayer de passer un isAdmin true quand on crée un user, des fois que ça marche, et voilà, c'est ce genre de choses-là. Donc on renvoie trop d'informations dont on n'a pas besoin, et encore une fois, l'information en trop peut être utilisée pour faire des choses interdites. Donc tout client doit être considéré comme hostile, forcément. Toutes les réponses doivent être définies vraiment très précisément. Le renvoi de chacune des propriétés doit être pesé mûrement et doit être documenté dans l'OpenAPI spec file. Et voilà. Hop. Et puis bien évidemment, ça fait partie d'Excessive Data Exposure, même si c'est à la marge. On évite de renvoyer des stack traces parce que ça donne vraiment beaucoup d'informations sur ce qui constitue le système d'information et c'est une bonne base pour savoir, voilà, pour commencer à attaquer parce qu'on sait que c'est une stack Java, on sait qu'il y a tel et tel truc derrière, etc. Voilà, un exemple. Hop. Alors pour l'adresser, ma foi, au niveau de l'audit, on valide que tous les schémas de réponse également. Donc on ne valide pas que les schémas d'entrée, on valide également les schémas de réponse. Et on vérifie que tout est bien. Notre audit est capable de vérifier que quand on fait, si on fait un post, un put et un post et un put, pardon, c'est-à-dire une création et un update avec exactement les mêmes paramètres, il doit y avoir un problème. Parce que normalement, souvent, l'identifiant est autogénéré, donc il n'y a aucune raison d'avoir l'identifiant quand on poste. Voilà, c'est l'exemple emblématique. Au niveau du scan, ma foi, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer de repérer les surschémas. Et on va, donc en gros, le schéma de mon put est un surschéma du schéma de mon poste, puisqu'il y a l'identifiant en plus, par exemple. Et donc, on va vérifier que quand on reçoit une réponse, on n'a pas dans le schéma d'informations additionnelles. Donc, c'est pour ça qu'il faut au maximum utiliser additional properties égale false, pour ceux à qui ça parle, dans les fichiers OpenAPI spec file, de façon à ce qu'on puisse contrôler ça de manière précise. Et au niveau de la protection, ma foi, on va bloquer tout ce qui est non prévu comme réponse. C'est les codes d'erreur non définis et les payloads qui ne correspondent pas, qui sont plus gros que le schéma, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors, mass assignment, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on a repéré, grâce à Excessive Data Exposure, qu'en fait, il y avait des changes en isAdmin égale true. OK. Et bien, quand je vais créer un user, je vais essayer de passer isAdmin égale true. Et si le filtrage n'est pas fait correctement, et ben on va créer un utilisateur qui va être admin. Voilà, en gros, c'est le principe. Donc, on accepte plus de choses
en entrée que ce qu'on devrait accepter. Et donc là, forcément, le additional properties égale false, il va falloir le mettre sur le schéma des requêtes. Et dans Excessive Data Exposure, c'était sur le schéma des réponses. Donc voilà, typiquement, le coût admin égale true, hop, pof, pof. Donc l'idée, c'est qu'encore une fois, une API, même si c'est une API data, on n'expose pas les objets, la grappe d'objets telle qu'elle. On n'expose que ce dont l'utilisateur a besoin, et rien de plus. Et on accepte en entrée que ce dont on a besoin pour faire la modification qu'on a besoin de faire, ou déclencher le traitement qu'on a besoin de déclencher. Ok, voilà, pof, pof, pof. Donc un exemple, on passe. Alors la API 8 maintenant, injection. Alors ça c'est vraiment ça c'est classique, il y a ça en web app aussi, mais on en retrouve dans les API. Donc en gros on va avoir des injections SQL, NoSQL, commandes, la faille récente Log4Shell en est un bon exemple. Donc voilà, en gros on n'a pas spécifié suffisamment bien les données qu'on voulait accepter en entrée, d'où l'intérêt d'avoir des schémas vraiment bien définis. Et du coup, ça va permettre aux gens de passer une commande quelconque, qu'elle soit SQL ou autre, à la place d'un paramètre. Et le paramètre, quand il va être traité par l'API, va pouvoir déclencher une attaque. Voilà. Bon, ça, c'est quand même du classique. Donc là, c'est JNDI LDAP, là, c'est Log4Shell. Donc en gros, ça déclenchait un traitement qui permettait de donner accès à tous les systèmes. C'est une énorme faille. Okay. Donc pour adresser ça, on valide le type de chaque paramètre, nombre, de la façon la plus précise possible. Il va falloir définir le format de chacun des paramètres, sa taille. Si on peut donner des expressions régulières, c'est le mieux, etc. Et de cette façon-là, on fait des choses vraiment précises, quoi. Nombre d'éléments d'un tableau, très important, parce que ça, c'est un coût à faire exploser les stacks. Donc voilà. Donc Log4Shell, je ne reviens pas dessus, ça a fait la une de tous les journaux. Donc au niveau de l'audit, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on est capable de valider les schémas des requêtes et des réponses également. Et on va renvoyer en gros une note de définition des différents paramètres manipulés par l'API. Et on va lever des issues. Donc ça va permettre aux gens... c'est accessible au développeur directement dans son IDE, donc le développeur peut lui-même améliorer tous ces fichiers OpenAPI. Au niveau du scan, voilà, encore une fois, on va envoyer des choses qui dévient du schéma. Quand on repère des surschémas, on va rajouter des propriétés additionnelles, ce genre de choses-là. Et si ça passe, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Protection, validation, et puis au niveau protection, mais ma foi, si l'OpenAPI spec file est vraiment bien fait, vous avez une whitelist parfaite. Donc pour la validation des entrées-sorties, c'est juste parfait. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait. Problème de gouvernance et d'opération maintenant. Donc l'API 4, Lack of Resource and Rate Limiting. Donc, alors ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème. Donc en gros, il y a tout un tas derrière tout ça, il y a deux choses. Il y a le brute force et le DOS ou le DDoS, en gros. Donc en gros, le brute force, par exemple, pour les phases de login, si on ne limite pas le nombre de requêtes que quelqu'un peut envoyer, ma foi, c'est la porte ouverte à du brute force pour essayer de deviner le mot de passe de quelqu'un, par exemple. Donc il faut impérativement donner un nombre limité d'essais dans un temps donné, de façon à rendre le brute force impossible, ou très peu probable. Et la deuxième chose, c'est si on a des appels d'API qui déclenchent des traitements lourds, consommateurs en CPU, ma foi, il y a intérêt aussi à les rate limiter, parce que sinon, vous allez juste faire tomber votre serveur d'API. Donc, il faut estimer précisément quelle charge est capable de supporter votre plateforme pour chacune des opérations, et mettre les limites en fonction. Voilà. Alors, il y a plusieurs niveaux de throttling. Il y a des throttling globaux sur la plateforme. Il y a des throttling globaux par opération. Et ensuite, il y a des throttling par utilisateur. Un utilisateur pouvant se repérer par son access token ou son adresse IP ou ce genre de choses-là. Et donc, généralement, il y a au moins 3 ou 4 niveaux de throttling à mettre en place pour protéger proprement son infrastructure d'API.
Voilà. Alors, il y a un code de retour HTTP, le 429 Too Many Requests, qui est là pour dire vous en avez trop fait, arrêtez-vous, calmez-vous un peu. Donc, il est bien de l'implémenter et que ce code de retour 429-là soit défini dans les OpenAPI spec files pour les requêtes sur lesquelles il y a du rate limiting. Voilà. Bon. Voilà. Bon, j'ai tout dit déjà. Bon, un exemple, Facebook. Voilà. Même eux. Alors pour adresser à ça, ma foi, on va vérifier au niveau de l'audit des OpenAPI spec files que les HTTP 429 sont bien définis. Et voilà. Et puis, encore une fois, on demande aux développeurs de donner des limites en termes de taille max, de nombre maximum d'éléments du tableau, etc. Justement pour se prémunir contre les appels qui peuvent déclencher un DOS. Au niveau du scan, on va essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va essayer d'envoyer le plus rapidement possible un énorme nombre de requêtes pour voir si le throttling est bien mis en place. Et au niveau de la protection, ma foi, on met en place les 4 ou 5 niveaux de throttling dont je vous parlais précisément. L'API 7, c'est Security Mix Configuration. Donc voilà, typiquement, c'est l'oubli de la conf par défaut, des exemples qui sont toujours disponibles dans tel ou tel framework, etc. etc. Il y a également le choix de mauvais algorithmes de crypto. Donc là, encore une fois, il est de bons conseils de savoir précisément ce qu'on fait quand on manipule de la crypto ou de se faire accompagner par des gens qui savent. Voilà. Tous les jours, il y a des courbes elliptiques qui tombent. Il y a des algorithmes de hachage ou de signature qui deviennent obsolètes. Et ma foi, il faut savoir ce qu'on fait. Donc pour adresser Security Mix Configuration, voilà, bien évidemment, mise à jour régulière des API et de leurs serveurs. TLS 1.3 de préférence. 1.2, bon, s'il faut, pour des raisons d'interopérabilité, mais 1.3, c'est quand même beaucoup, beaucoup mieux. C'est du PFS de partout, donc c'est mieux. Corse, si vous avez besoin d'utiliser Cross-Origin Request Sharing, ça c'est pour, on se connecte sur un site et on va consommer des données en JavaScript d'un autre site, donc il faut mettre en place ce qu'on appelle Corse. C'est un ensemble de headers qui vont dire que oui, on a bien le droit de le faire. Bon, généralement ça se finit en Allo Origine étoile, et ça c'est pas bon. Donc voilà, encore une fois, il faut réfléchir précisément à ce qu'on veut faire, à qui on veut donner l'accès, à partir d'où, et voilà, il faut faire les choses proprement. Et ensuite, gérer toutes les exceptions au niveau de l'API, limiter aux verbes importants. Ouais, bon. OK. Improper Asset Management. Donc, là, voilà, c'est typiquement, ce sont toutes les vieilles versions des API qui tournent encore et qu'on a oubliées, ou les API de dev qui sont censées être que accessibles en dev et qui, en fait, sont accessibles par Internet en passant par des moyens détournés. Donc là, il est important d'avoir un vrai catalogue de toutes ces API, de savoir où ces API tournent, de façon à éviter le shadow API, de faire de l'observabilité du trafic pour vérifier que toutes les API qu'on voit, tous les API, les appels aux API qu'on voit passer correspondent à des API qu'on a bien dans le registry. Et également, on peut mettre aussi de la discovery. Donc, soit à base de sondes, mais encore une fois, comme tout le monde est sur TLS 1.3, aujourd'hui, les sondes réseau, elles ne voient juste plus rien. Soit on peut fonctionner en plugin de reverse proxy ou de load balancer, c'est une possibilité qui termine le SSL, le TLS. Et également, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va directement fouiller dans les... bien sûr, avec votre autorisation, on va fouiller dans les répertoires GitHub pour vérifier que tout ce qui est dans le GitHub, eh bien, voilà, existe bien dans le catalogue. Voilà. Insufficient logging and monitoring, voilà, c'est l'absence de logging et de monitoring d'événements. Et donc, du coup, et voilà, et pas de SIEM, voilà. Donc, il est important de bien loguer toutes les transactions importantes, les phases de login, tout ce qui a du sens au niveau business, etc. Et bon, au niveau de notre API Firewall, c'est exactement ce qu'on met en place. Et voilà, il me reste 18 secondes, donc je crois qu'il faut que je termine. Je vous remercie.